Bonjour et bienvenue dans le monde du Guru Loco. Alors aujourd'hui, on va faire une autre modification sur la Tornado, mais celle-ci ne paraîtra pas, mais va faire quand même une grosse différence pour les prochaines vidéos. C'est qu'on va mettre à jour le firmware. Présentement, c'est le firmware d'origine qu'il y a dessus. Ça fonctionne quand même bien. Cependant, on va mettre le firmware 1.1.9 sur l'imprimante. Ce n'est pas un firmware que j'ai pris sur Internet. Ce que j'ai fait, je l'ai parti du Marlin d'origine et puis je l'ai modifié. Ensuite de ça, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer comment le mettre à jour, mais je vais vous montrer aussi toutes les modifications que j'ai faites à l'intérieur du firmware. Pour ceux qui s'intéressent, ça va être la partie un petit peu plus longue du vidéo. Cependant, je vais vous montrer toutes les modifications que j'ai faites dans le firmware pour voir la différence de chacune de ces options-là. Je vais vous les expliquer une par une. Puis aussi, vous allez retrouver toutes les modifications dans les notes de la vidéo. Aussi, je veux remercier Christophe Jeannot qui a fait une procédure vraiment géniale et un firmware vraiment génial pour la Tevo Tornado que je vais mettre dans le lien. Puis je vais vous montrer aussi son document, comment mettre à jour le firmware sur la Tornado. Donc, je vais me baser un peu sur son document. Vu qu'il était déjà fait, je voulais en faire un, puis j'ai vu son document, je l'ai trouvé complètement génial. Donc, je vais l'utiliser. Pour ceux qui ne connaissent pas Christophe, Christophe est un des modérateurs sur Facebook du groupe du Guru Loco. Donc, on va commencer. Première des choses, évidemment, on est obligé d'avoir de la Tornado, mais ça prend un câble USB. L'imprimante vient avec un câble USB, cependant, j'ai vu certains câbles USB qui étaient défectueux. Donc, si vous avez des problèmes, une des choses à faire est de changer le câble USB. Donc, ici, moi, j'ai un Windows 10 avec Arduino d'installer dessus. Puis, je vais commencer par regarder la procédure de notre ami Christophe. Donc, voici sa procédure. Première des choses, téléchargement et installation d'Arduino IDE. Alors, ici, on a le lien pour l'installer. Alors, une fois qu'il est installé, il faut installer la librairie U8Glib. Alors, la librairie U8Glib, c'est elle qui va principalement contrôler toutes les fonctions graphiques de l'imprimante. Si on ne l'a pas, on ne pourra pas compiler, on va avoir des problèmes. Donc ici, notre ami Christophe montre comment l'installer. C'est relativement simple à faire. Avant, c'était beaucoup plus compliqué, mais dans les dernières versions, c'est beaucoup plus simple. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est on va, dans certains cas, lorsque vous allez brancher l'imprimante, il ne détectera pas le port COM. La raison est qu'il y a certaines cartes mères qui vont, au lieu d'utiliser un chipset FTDI, qui permet de faire on va dire un pont entre les connexions série et les connexions USB, ils vont mettre une puce qui s'appelle une CH340G qui coûte à peu près 10 fois moins cher. Donc, ils vont mettre ça sur les cartes mères au lieu de mettre un FTDI pour couper les coûts. Cependant, ces chipsets-là sont un petit peu moins fiables que les FTDI. Ils ont beaucoup moins d'options. Cependant, ils font le travail quand même. Donc, si votre ordinateur ne reconnaît pas la carte mère comme un port série, c'est à cause qu'il n'a pas le driver CH340. Ça vaut aussi pour toutes les autres imprimantes qui ont ce genre de carte mère. Il y a certaines cartes mères qui ont des puces FTDI, mais sont beaucoup plus dispendieuses. Donc ici, notre ami Christophe montre comment installer le pilote et même le télécharger de chez Tevo. Ensuite de ça, on est rendu au Marlin. Alors, moi, ce que je vais faire, à partir de là, je vais arrêter parce que j'ai downloadé le Marlin officiel de chez Marlin, puis je l'ai modifié. Donc, on va faire tout de suite la mise à jour. Alors, pour ce faire, vous devez simplement, dans le répertoire où il y a le driver, il y a un fichier qui s'appelle marlin.ino. Alors, marlin.ino, vous double-cliquez dessus, et puis il va l'ouvrir dans Arduino. Alors, une fois que le firmware est en place, évidemment, ça prend un firmware déjà configuré, pas celui de Marlin, il faut le configurer avant. Là. Première étape, c'est de faire vérifier. Puis comme ça, on va s'assurer que l'ordinateur est en mesure de compiler le firmware comme il faut, qu'on n'aura pas de problème. Alors, on regarde cette section-ci, compilation du croquis. Alors, compilation terminée, parfait. Ça veut dire que mon ordinateur a tous les prérequis pour compiler le firmware. Donc, prochaine étape, je branche mon imprimante. Alors, on voit ici que l'écran s'allume. Évidemment, l'écran s'allume, mais elle n'alimente pas tous les moteurs. Tout ça, elle n'alimente que la carte mère et l'écran via le port USB. Puis si vous avez un BLTouch, le BLTouch va allumer aussi. Et puis certaines fonctions directement attachées à la carte mère. Alors ici, tout est inscrit aussi dans la procédure de Christophe. Je m'assure que je suis sur Arduino Genuino Mega ou Mega 2560. Processeur, c'est Atmega 2560.
Le port COM, c'est le port COM qui va être détecté. Ensuite de ça, programmateur, AVR, ISP. Alors, si on a ces options-là, on est correct. Et la prochaine étape, je vais enlever mon pointeur ici, est de faire la petite flèche ici qui est téléversée. Alors, je clique là-dessus, il va le recompiler. Ensuite, il va l'envoyer sur la carte mère. On ne le voit pas sur la carte mère, mais lorsque je suis en train de télécharger ou téléverser ou uploader sur la carte, il y a des petites lumières qui clignotent. Là, on ne les voit pas parce qu'elle est à l'intérieur. Mais dans une prochaine vidéo, on va l'ouvrir et je vais peut-être en profiter pour le mettre à jour tandis qu'il est ouvert pour qu'on voit les petites lumières. Ça peut être intéressant. Donc, ça peut prendre un certain temps. Dépendamment de la vitesse de votre ordinateur, ça peut prendre entre 1 et 5 minutes. C'est rare que ça prenne 5 minutes, mais ça peut être assez long. Alors, il a fini de compiler, il est en train de téléverser maintenant. Et voilà. Donc, si je regarde sur le devant de mon imprimante et que je ferme Marlin 1.1.9, si je recommence, j'ouvre mon imprimante, je devrais voir aussi le logo du Guero Loco. Et oui, donc, mon imprimante est à jour. Maintenant, je vais vous expliquer les modifications que j'ai faites une par une. Je les ai imprimées ici parce qu'il y en a quand même pas mal, puis je ne voulais pas en manquer. Puis ce que j'ai sur mes feuilles, c'est ce qu'il y a dans les notes de la vidéo, tout simplement. Où je vais peut-être mettre un lien vers un fichier. Je vais voir si YouTube me laisse faire autant de notes sur la vidéo. Donc, on va regarder les modifications qui ont été faites. La première des choses, j'ai mis un fichier qui se nomme souligné bootscreen.h. C'est un fichier qu'un abonné m'a envoyé qui contient le logo du Guero Loco. Donc, c'est facultatif cette option-là, mais je l'ai mis ici. Je l'ai mis dans le répertoire, la première des choses. Ensuite de ça, on va aller dans Arduino et puis on va aller dans l'onglet configuration.h. Alors, la première modification qui a été faite, c'est Define Show Custom Boot Screen. Si vous avez un logo, vous l'activez. Sinon, en passant, lorsque vous mettez 2 diagonales, ça transforme la ligne en un commentaire. Donc, le logiciel n'en tient pas compte. Donc, moi, je l'ai activé ici. Ensuite de ça, je me suis assuré que la vitesse de communication, je vais juste descendre ça, on va en voir plus large un petit peu, était à 250 000 parce qu'elle le supporte et c'est intéressant d'aller le plus vite possible. Ensuite de ça, ici, j'ai mis c'était un board ramp 14 EFB. Je l'ai changé pour un MKS Gen L. Ensuite de ça, ici, c'était marqué juste 3D Printer et c'était commenté. Je l'ai changé pour faire afficher le nom dans le bas lorsque j'imprime pour Tornaloco. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Prochaine étape, c'est de définir la largeur du filament. Par défaut, il était à 3 mm. Je l'ai mis à 1,75 mm. Un petit peu plus bas, ici, le détecteur de température ou le thermistor qu'on appelle du bed. Alors, c'est un 100K. On le voit ici, là, c'est l'option 1. C'est un 100K. Alors, j'ai mis ici l'option 1 pour le bed. Elle était aussi pour la buse, ce qui est correct comme ça. Donc, ensuite de ça, on veut activer la ligne Define PID Auto-Tune Menu, excusez-moi. Cette ligne-là permet d'avoir l'ajustement automatique des PID à partir du menu directement. Ensuite de ça, ici, j'ai commenté les PID. En passant, quand j'ai PID, c'est à cause du KP, KI, KD, ici et ici, qui est le PID. J'ai commenté ceux de Ultimaker, puis j'ai rajouté ceux de Tornado. J'ai pris ceux par défaut de Tevo, puis par la suite, dans une vidéo subséquente, on va voir comment ajuster plus précisément les PID. Ensuite de ça, j'ai activé la ligne Define PID Temp-Bed pour pouvoir aussi activer les PID, mais pour le bed, parce que par défaut, ils ne le sont pas. Et j'ai ajouté ce bloc-ci, qui sont pour la Tornado. Ensuite de ça, j'ai changé Define Extrude Max Length pour 300. Dans le fond, c'est la distance. On va s'en servir de cette fonction-là, de cette valeur-là, pour une rétraction automatique si on veut l'utiliser. C'est le maximum, donc à 20, j'étais à 200 mm, 20 cm, c'est un petit peu court dans certains cas. Donc, on va le monter à 300 pour être sûr que si on fait une sortie du filament qui n'arrête pas à 10 cm avant la fin, donc on le met à 300. Ensuite de ça, Define X, Y, Z Inverting, il faut que je le mette à true.
C'est de la façon que les détecteurs de fin de course fonctionnent. Alors, s'ils sont en mode normalement ouvert ou normalement fermé. Alors ici, par défaut, c'est à false. Il faut le mettre à true. Autre étape ici, c'est facultatif. Je ne suis pas obligé de le faire pour ces 4 lignes-là. Parce que par défaut, ça va être compatible, mais j'ai configuré les A4988 qui sont par défaut dans cette imprimante-là. Par la suite, on va voir, on va mettre des 2208 dans une vidéo future, à vrai dire, probablement la prochaine vidéo. Donc, pour l'instant, je vais mettre des 4988. Alors, un petit peu plus loin, je vais définir mon nombre de steps par millimètre, c'est-à-dire ici, pour mon axe XY, j'ai besoin de 80.3190 steps pour faire un unit, c'est-à-dire 1 millimètre. À quelle place j'ai pris ces configurations-là? C'est les configurations par défaut de Tevo. Ensuite de ça, on va faire une impression, puis on va regarder pour voir si mon cube, par exemple, de 20 par 20 a la bonne dimension, puis on va ajuster au besoin. Tandis que ici, au niveau de l'extrudeur, j'ai 399.2901 pour l'extrudeur. Excusez-moi, pour le Z, puis j'ai 400 pour l'extrudeur. Les extrudeurs Titan, c'est autour de 400 steps par millimètre. Alors, je vais changer la ligne de Default Acceleration parce que par défaut, il est à 3000. Je trouve ça très rapide. Donc, je l'ai mis à 1500 pour avoir une accélération un peu moins rapide parce qu'une accélération trop rapide, ça va causer du layer shift. Et puis, on sait que le bed est très pesant là-dessus. Le moteur est gros aussi. Puis, c'est un des défauts qu'il pourrait avoir, c'est-à-dire le layer shift principalement sur le Y. Et puis, si on baisse l'accélération, on diminue beaucoup cette chance-là. Est-ce que ça allonge les prints un petit peu? Oui, ça allonge un petit peu les prints, mais de quelques secondes, de quelques minutes, c'est rien de très, très énervant pour ça. Ensuite de ça, j'ai mis le Retract Acceleration à 10 000, parce qu'on voit ici, il est à 10 000. Puis, pour la rétraction, je veux une rétraction relativement rapide. Normalement, lorsque, en cours d'impression, je fais de la rétraction, je vais utiliser les paramètres de Cura ou de Simplify 3D. C'est juste lorsque je fais, par exemple, un code MC5 que je sors mon filament ou quelque chose de même, je veux que ça aille relativement vite. Je ne veux pas que ça prenne 5 minutes de sortir mon filament puis que ma pièce refroidisse, etc. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à 10 000. Mais normalement, Cura et Simplify 3D vont envoyer un paramètre qui va remplacer ce paramètre-là pour le temps de l'impression. Ensuite de ça, le jerk pour le X et pour le Y, il était à 10. Je l'ai mis à 8. J'ai trouvé que j'avais des meilleurs résultats avec un jerk à 8 que 10. J'ai changé aussi le define XY probe speed pour 15 000 mm par minute. C'est par minute ici. Ça ne sera pas utile présentement parce que je n'ai pas de BL Touch, mais je le configure tout de suite. Il va être prêt pour le BL Touch et le Touch Me que je vais faire dans une prochaine vidéo. Dessus, on va installer un BL Touch et un Touch Me. Donc, pas les deux en même temps, mais je vais montrer l'installation pour les deux. Ce paramètre-là va déjà être configuré pour ça. Autre chose importante, il faut définir le sens des moteurs. Pour les A4988, il faut que je mette X, Y et Z à false, false, true. Et puis, si je mets des 2208 ou des TMC, c'est l'inverse, ça serait true, true et false. Donc, il faut changer le sens des steppers. Et la même chose ici pour le E0 qu'il faut mettre dans le bon sens. Étape importante, c'est de bien définir la grandeur du bed. Alors, la Tornado par défaut a 320 sur le X et 300 sur le Y. Et puis, sur le Z, on parle de 400. Ensuite de ça, j'ai commenté la ligne Define Minimum Software and Stop. Ça va être utile pour une mise à niveau du BL Touch. Je l'ai enlevé tout de suite. Ou le Touch Me aussi. Je veux pouvoir descendre en bas du Z, en bas du 0. Donc, des fois, on veut ajuster l'ajustement plus précis avec le BL Touch ou le Touch Me. Puis, cette option-là n'est pas activée. Donc, on est un petit peu pris. On arrive à 0, puis il faut estimer la distance entre la buse et le bed, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, je l'ai tout de suite désactivé. Sur la flash, je ne sais pas, puis sur ma GLA30 MK1, je ne sais pas si vous avez vu à la vitesse à laquelle le BL Touch se déplace. Il se déplace très rapidement. Et puis, c'est ces options-ci qui permettent de faire ça. C'est Define Homing Feed Rate XY et puis Feed Rate Z.
Alors, à l'origine, il était à 50 par 60 et 4 par 60. Je l'ai mis à 100 par 60 et 25 par 60 pour un niveau au niveau du Z un peu plus rapide et un déplacement un peu plus rapide. Alors, chose super importante, c'est d'activer le EEPROM setting, c'est-à-dire lorsque je fais des modifications, par exemple sur les PID, sur les températures, peu importe, et que je veux sauvegarder, il faut que j'active le EEPROM setting. Alors, je décommente cette ligne-là. J'ai oublié aussi une petite option un petit peu plus haut qui s'appelle Define Level Bed Corner, ça va être dans les notes, qui permet d'avoir dans le menu, si j'ai pas de BL Touch justement, pour dire déplace la tête sur le coin en avant à droite, en avant à gauche et ainsi de suite. Donc, il faut juste enlever les deux lignes de commentaires. Donc, ici, je l'avais, mais j'avais oublié de les mettre dans le code. Donc, je vais être obligé de réuploader mon firmware, mais on va le faire à la fin. En passant, c'est un petit peu plus haut que Homing Feed Rate XY. Donc, il faut juste remonter de quelques lignes et c'est en haut de ça. Alors, des choses que je trouve très intéressantes aussi, vous avez vu préchauffage pour le PLA, préchauffage pour l'ABS. Moi, je les ai configurés pour le PLA et le PETG vu que j'utilise pas beaucoup d'ABS. Donc, j'ai mis 205 et 50. 205 pour la buse et 50 pour le bed, pour le PLA. Et puis, au lieu de l'ABS, j'ai mis mes paramètres pour le PETG qui est 240 et 65 pour le bed. Donc, je fais juste préchauffer mes imprimantes d'avance puis je gagne un petit peu de temps lorsque j'arrive pour imprimer. Alors, je les ai activés. Ensuite de ça, j'ai activé le Nozzle Park Feature. C'est lorsque je vais utiliser le M600 dans une prochaine vidéo avec un détecteur de filament ou si je veux faire du multicouleur. Le Park Nozzle va aller déplacer la tête au bon endroit, tout simplement. Donc, je l'active immédiatement. Alors, un petit peu plus bas, vous pouvez aussi définir la langue. Ici, je l'ai laissé en anglais, mais parce que je suis habitué avec un menu en anglais, mais vous pouvez taper FR pour français. Ensuite de ça, il faut activer le SD Support pour avoir accès à la carte SD. Ici, j'ai mis le Pulse per Step à 4 et le menu par item, step par menu par item à 1. C'est dans le fond, ça va régler la sensibilité du bouton. Je peux dire ça comme ça. Je pourrais dire, par exemple, un petit mouvement fait baisser de 3 menus ou ça prend un demi-tour pour faire baisser d'un menu. Normalement, j'utilise 4.1 et j'ai quand même de bons résultats. Si vous sentez que votre bouton est à l'envers, vous n'aimez pas ça, vous pouvez changer cette ligne-ci aussi qui est Define Reverse Encoder Direction. Donc, ça va changer la direction du bouton. Tourner à droite, tourner à gauche, dépendamment de ce que vous aimez. Moi, j'aime bien le laisser comme ça. Ensuite de ça, Define Individual Axis Homing Menu. Dans le menu, vous pouvez avoir Home X, Home Y, Home Z. J'aime bien utiliser ça parce que lorsque je teste mon imprimante, je ne veux pas nécessairement faire bouger tous les axes en même temps. Je fais bouger mon X, je fais bouger mon Y, je fais bouger mon Z. Ou lorsque j'arrête une impression, je fais souvent manuellement un Home Z. Bref, préférence personnelle, mais on peut l'avoir dans le menu. Et le RepWrap Discount Full Graphics Smart Controller, qui est l'affichage qu'on utilise ici. Et puis maintenant, on va dans Configuration ADV.h et puis on trouve Define 0 Autofan Pin et puis on le met à 7, sinon le ventilateur de la buse ne partira jamais. Donc, important de le faire. Puis ici, je peux dire que mon ventilateur va partir à 50 degrés, 60 degrés, 35 degrés. Et puis comme ça permet d'arrêter automatiquement le ventilateur de la buse. Maintenant, si vous voulez utiliser le M600 ou un détecteur de filament, ce que vous pouvez faire, vous pouvez activer le détecteur de filament même s'il n'est pas branché dedans. Alors par la suite, si vous voulez le brancher, ça va être très simple. Dans une prochaine vidéo, je vais montrer comment mettre le détecteur de filament dessus. Mais on peut le configurer tout de suite dans le firmware et puis en même temps, ça va activer le M600. Pour ce faire, il y a quelques petites choses à activer. La première des choses est d'activer le Filament Runout Sensor. Pour l'activer, j'enlève tout simplement les deux barres obliques. Ensuite de ça, je viens dans Configuration ADV.h. Ensuite de ça, il faut activer le Advanced Pose Feature qui est ici. Et puis ici, vous avez différentes options. Moi, par exemple, lorsque je fais un changement de filament, je n'aime pas faire une extraction automatique de mon filament parce que je peux faire une pause pour différentes raisons. J'aime mieux le faire manuellement. Si vous le laissez par défaut ici, vous devez vous assurer des longueurs nécessaires, comme par exemple ici, le feed rate, la vitesse qu'on veut le déplacer, unload feed rate, la vitesse millimètres par seconde pour faire la rétraction, 10 mm par seconde, ça peut être pas mal plus vite que ça. Alors, on peut y aller du 50, 60, même 100 mm par seconde. Alors, moi, je serais à l'aise de mettre 100 mm par seconde. Ensuite, ici, la distance de rétraction. Alors, lui, il fait une rétraction de 100 mm, ce qui n'est pas assez. Ce que je vous recommande,
c'est de mettre un bon 30 cm, c'est-à-dire 300 mm pour la rétraction. Alors moi ici, je vais mettre 0, mais dans votre cas, vous pourriez mettre la vitesse que vous voulez. Je ne vais pas faire de rétraction. On peut faire une partie rapide, une partie plus lente. Alors ici, même chose, on pourrait faire une partie de chargement rapide et une partie de chargement lente. Pour la purge, alors ici, moi, la purge, je le fais manuellement. Alors, je vais le mettre à 0. Et puis, il y a un dernier point que je vais mettre à 0, parce que je vais le faire manuellement, c'est le Filament Unload Purge Length que vous pouvez mettre à 0. Et puis, comme ça va activer la fonction du M600. Maintenant, pour mettre le détecteur de filament, vous pouvez regarder, j'ai une autre vidéo là-dessus où mettre par exemple sur la pin 19. Pour ça, il faut le définir dans ramps.h, mais ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Donc, si vous voulez activer le M600 pour plus tard mettre un détecteur de filament, faites ces modifications-là. Ils vont être aussi dans les notes à part. Je vous recommande de l'activer tout de suite, la M600. Comme ça, si vous voulez faire une impression, par exemple, de la couche 1 à 200 en bleu et ensuite en blanc pour faire des lettres en blanc sur le dessus, mais avec le M600, ça va être faisable. Donc, une fois qu'on a fait toutes les modifications, je vais m'assurer que tout est bon. Donc, je vais faire vérification ici en haut, le petit crochet. Alors, il est en train de compiler le croquis pour voir si ça va fonctionner. Alors, tout a bien fonctionné. Maintenant, je vais brancher mon imprimante. Et je vais uploader de nouveau. Et voilà, comme ça, ma Tornado est rendue avec des options supplémentaires, des options dans le menu. On va parcourir un petit peu les menus pour voir les différentes options qu'on a activées. Ensuite, on va faire un test d'impression et on va clore la vidéo avec ça. Je vais repartir l'imprimante. On va regarder le logo du début. Alors, on a le boot screen du Goro Loco. Maintenant, on a Marlin 1.1.9. Excellent. Alors, il détecte bien les températures. C'est parfait. Maintenant, si je vais dans les menus, alors il tourne dans le bon sens. C'est excellent. Prepare. J'ai Move Axis. Auto Home. Home X, Y, Z. J'ai Set Home Offset. Ça va être pour le Bell Touch. Disable Stepper. Change Filament, vous voyez, ça me dit que j'ai l'option M600 de fait. Preheat PLA, Preheat ABS, parfait. Alors, j'ai toutes les options que je voulais. Si je vais dans Contrôle, ça n'a pas dû changer beaucoup. J'ai toutes mes températures. Ensuite de ça, j'ai mes déplacements. Normalement, il aurait dû mettre, par exemple, mon jerk à 8. Et oui, parfait. Et mes steps par millimètre devraient être les bons aussi. 80.32, parfait. 399.29. Ici, c'est à 2 décimales, mais dans le logiciel, c'est à 4 décimales dans Arduino. Alors, ici, toutes mes distances de chargement et de déchargement qu'on a vues dans le firmware, je les ai mis à 0. C'est parfait. Puis, j'ai mon Store Setting. Ça veut dire que mon code M500 est activé. Puis, ici, je pourrais imprimer à partir de la carte SD. Maintenant, ce que je vais faire, je vais déplacer. Je vais tester pour m'assurer que tout se déplace dans le bon sens. Donc, je vais venir ici et dans Prépare. Je vais faire Auto Home. Parfait. Alors, je vais faire un Home X. Super. Home Y. Et puis mon Home Z, je sais qu'il marche. Donc, pas de souci de ce côté-là. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire un Preheat PLA pour être sûr que tout chauffe bien. Alors, 205,50, c'est ce que je lui avais dit. C'est excellent. Si je n'aurais pas choisi le bon type de thermistor, je vais avoir un Thermal Runaway. Il va me marquer une température de 650 degrés ou quelque chose de même. Alors, c'est important de choisir le bon type de thermistor que l'on a. Comment est-ce que je fais pour le savoir? C'est quand je l'achète, je regarde le modèle. Normalement, pour le firmware 1.1.9,
En général, ça va être un thermistor de type 1 qu'on voit à l'intérieur dans le menu dans l'Arduino, dans le firmware, excusez-moi. On voit le type 1, c'est en général ce qu'on retrouve sur le marché. Alors voyez-vous ici, ma buse a monté à quasiment 215 et puis mon bed lui est à 50, c'est correct. Donc c'est sûr que j'aurai besoin d'ajuster mes PID, mais pour l'instant l'imprimante semble bien. On va maintenant faire une impression et on va regarder ça aller pour voir si ça imprime mieux ou si ça imprime pareil. Et voilà, alors c'est comme ça que j'arrive à mettre le firmware à jour sur ma Tornado en activant les fonctions. Cette étape-là va être nécessaire pour les prochaines vidéos, c'est-à-dire pour mettre les TMC 2208. On pourrait juste changer la direction des firmware, changer la direction des steppers dans le firmware, mais si je veux mettre un détecteur de filament, si je veux changer les drivers dessus, si je veux ajouter différentes options dessus, j'ai pas le choix de passer par la mise à jour du firmware. C'est pas très compliqué. Dans le pire des cas, si vous avez fait une erreur, vous pouvez prendre le firmware d'origine de Tornado qui est dans la liste, dans les notes, et puis simplement la ramener dessus. Quelque chose de bien important, lorsqu'il est en train de télécharger ou téléverser le firmware dessus, ne débranchez pas votre port USB. Vous pouvez, on appelle ça bricker la carte mère, c'est-à-dire elle devient plus fonctionnelle, puis c'est très compliqué de remettre ça. Il faut brancher un Arduino dessus pour pouvoir remettre un bootloader, etc., etc., etc. Aussi, assurez-vous que la vitesse est bonne. Et puis, dans Arduino, assurez-vous que vous avez choisi la bonne carte mère. Et puis, si vous avez, par exemple, une Gen L, c'est tout le même processus. Si vous avez une Melzi, comme par exemple l'Ender, c'est un petit peu différent. Donc, il y a certaines cartes mères qui permettent de le faire directement, comme la Gen L ou les MKS Base. Mais les autres cartes comme Melzi, il y a une procédure supplémentaire à faire qu'il faut passer par un Arduino au début pour le faire. Donc, j'espère que vous avez aimé les vidéos. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.